Instant de grande solennité ce matin pour les avocats. La cérémonie qui a été la leur était aussi consacrée à la pose de la première pierre en vue de la construction de la maison de l'avocat. Les commerçants du marché Aboutedi en Boule, il y a quelques instants, touchés par l'opération de déguerpissement entamée par le gouvernorat de Niamey, ils ont exprimé leur mécontentement. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres de l'expression d'un ras-le-bol généralisé il y a quelques instants aux alentours du marché de Yantala, car sommet de déguerpir au passage du maire du 1er arrondissement communal de la ville de Niamey. Les commerçants, loin d'apprécier la manière tout comme la façon, ne voient aucunement pas le bien fondé d'une telle opération de déguerpissement. Le reportage est signé par Halidou Bouraima et Michel Deji. Le maire était venu régler un problème entre deux commerçants quand il a constaté le retour de plusieurs occupants anarchiques qu'il avait fait déguerpir auparavant. Dans la méconnaissance de l'autorité qu'incarnent les municipalités, l'opération a dégénéré en riposte contre la police municipale au grand désarroi du maire du 1er arrondissement de la ville de Niamey. Il y a une dame qui a été placée il y a longtemps, il y a un autre qui est venu s'installer devant lui. Maintenant, quand ils sont partis à la gendarmerie, celui qui s'est installé devant la dame a dit que c'est la mairie qui lui a donné la place. L'autre a dit que c'est le gérant. Mais la gendarmerie ne s'occupe pas donc de l'espace. Ils ont demandé à la mairie de régler. C'est ça que nous sommes venus régler ici. On a profité de l'occasion pour déguerpir ceux à qui nous avons déjà déguerpi la dernière fois qu'on est venu. Vous étiez venus filmer vous-même. Vous avez vu que ces gens-là sont revenus encore. Nous avons profité pour les faire, mais on n'a pas fait grand-chose. On leur a dit qu'on leur donne encore un avertissement. On va revenir pour la grande opération. Les déguerpis récalcitrants, eux, affirment être contraints à occuper ces places par incapacité de s'en trouver à l'intérieur du marché. Vraiment, on nous fait souffrir, encore avec cette fête qui s'approche. Ils n'ont qu'à nous coller la paix. Eux, ils sont dans des bureaux. Mais nous, comment nous allons faire pour prendre en charge nos enfants? Ou alors, ils n'ont qu'à nous trouver où aller. Donc là c'est pas bon. Agression, par exemple, on a habis fono ana gobi samni gine quoi. Donc nganda soye kanka mero bande ngani mon femme chere ina agressé kankan mini ani meno tendaga, ça c'est pas bon. Ils ont été très sévères jusqu'à ce qu'il y a eu des agressions. Un des nôtres a pris un bâton et il a été menotté. Ils ont vraiment raison. Et c'est à cause de ça que nous avons demandé qu'on cesse de leur jeter des pierres. C'est vrai, voilà. Et tu m'as dit que non, irgo igana bani bani. Irgo habo bore mobilisé, c'est casse. Hal borengo ton dino irgo gine irgo simna irgo saba fitina. Ici, c'est un lieu où chacun vient se débrouiller pour trouver de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Partir avec nos biens dans la méchanceté, c'est ça qui révolte certains. Nous les prions donc de bien nous comprendre. Dire kene di vraiment on est à Bakaran quoi. On connaît batmora ingene ha balao no terisi quoi. La gestion du marché Aboutedi de Yantala, un fardeau pour le maire du 1er arrondissement, bien connu dans ce quartier, mais que certains commerçants considèrent être leur ennemi, surtout lorsqu'il s'agit de mener une opération de déguerpissement. Grincement dedans de ces commerçants dans une colère à peine contenue qui sont loin d'apprécier la façon tout comme la manière de cette opération de déguerpissement. Bientôt une maison d'avocats qui abritera leur nouveau centre de formation et de perfectionnement et la caisse de règlement pécuniaire des avocats du Niger à Capra. Placée sous le haut patronat du Premier ministre, la cérémonie de pose de la première pierre a lieu ce matin au siège de l'Ordre des avocats du Niger. C'était en présence de nos reporters Halidou Bouraima et Michel Deji, dont voici leur compte rendu. L'espace se veut celui de la culture juridique, le sanctuaire qui sera la convergence de la science du droit,
de l'art d'être avocat et du service public indépendant au service du justiciable. Et nul doute que de la pierre posée par vos mains surgira pour plusieurs générations d'avocats une source où ils s'abreuveront de droits, de liberté, de déontologie, et que de cette pierre s'écoulera demain enseigner une des qualités incontestablement et indéniablement reconnues à M. le Premier ministre, la sagesse. Comme vous le savez, désormais la formation initiale et continue des avocats est une exigence au niveau de notre espace UEMOA. Et notre barreau a connu ces dernières années un accroissement considérable. De 113 avocats en 2014, nous avons en moins de 2 ans accueilli près de 24 jeunes stagiaires, soit un accroissement de 27%. Mais il ne faut pas se tromper. Au-delà de cet accroissement quantitatif, nous devons veiller scrupuleusement à la valeur qualitative. Et lorsque je parle de valeur qualitative, je ne parle pas que de la compétence, je parle aussi de la probité. Un autre édifice qu'abritera cette maison, dite la maison de l'avocat, c'est la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats membres du barreau du Niger. Jusqu'ici, notre barreau était le dernier barreau de notre espace à ne pas disposer d'une. Pourtant, la loi 2004 régissant notre profession la prévoyait. Lors de la cérémonie de la rentrée solennelle, j'avais fait le plaidoyer. Le Premier ministre avait promis et il a tenu promesse à travers l'adoption par le Conseil des ministres, du décret y afférent. Aussi, à la faveur de ces décrets, tous les établissements bancaires ont été consultés et invités à présenter une soumission. Un projet en faveur duquel une convention a été signée avec la BESIC, partenaire financier qui accompagnera l'ordre des avocats du Niger dans sa mise en œuvre. La CAPA s'est définie comme étant un organisme intraprofessionnel de sécurisation des opérations de maniement des fonds réalisées par les avocats pour le compte de leurs clients. C'est donc un outil de transparence par excellence et un gage de traçabilité des fonds relatifs à des affaires contentieuses traitées par les avocats. Nous sommes donc honorés d'avoir été retenus comme banque partenaire pour accompagner cette œuvre importante du barreau nigérien. Une vision qui cadre bien avec la politique des autorités de la 7e République et qui sera appuyée dans son volet formation par plusieurs autres barreaux partenaires, dont le barreau de Paris, avec lequel l'Ordre des avocats du Niger signera une convention de jumelage le 20 septembre prochain. Une autre cérémonie, mais sur tout autre registre, et cap sur le palais des congrès de Niamey qui a servi de cadre toujours ce matin à la cérémonie officielle de lancement de la 5e édition de la semaine du scolaire nigérien, dont le parrain se trouve être le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed. 4 jours durant, les scolaires venus des 8 régions du pays échangeront autour du thème « Contribution des scolaires nigériens dans la lutte contre l'extrémisme violent et l'immigration clandestine », tout en menant parallèlement des activités culturelles et sportives. Plus de détails avec nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Ce sont plus de 500 scolaires venus de différents horizons du pays qui se retrouvent à travers ce cadre pour la 5e édition de la semaine du scolaire nigérien. Une semaine qui sera marquée par des activités aussi bien sportives que culturelles mais également scientifiques et placée sous le thème « Contribution des scolaires nigériens dans la lutte contre l'extrémisme violent et l'immigration clandestine ». Le choix de ce thème est né de l'engagement des scolaires à s'impliquer efficacement dans la lutte contre l'extrémisme violent au Niger, la migration clandestine et à renforcer l'engagement civique au niveau des étudiants et scolaires du Niger. L'Union des scolaires nigériens se sent concernés par cette catastrophe. C'est pourquoi la semaine culturelle et sportive de cette année nous permettra de dresser un état de lieu des attaques terroristes au Niger. Le défi à relever est de dégager les pistes de solutions, de définir la contribution des scolaires nigériens dans la lutte contre l'extrémisme violent au Niger, d'examiner les tenants et aboutissants de l'immigration pour lutter contre l'immigration clandestine et favoriser l'élaboration de politiques publiques conséquentes.
Pour sa part, le représentant de l'ambassadeur des États-Unis au Niger a loué la tenue de cette semaine tout en promettant d'investir davantage dans la jeunesse car constituant l'avenir d'un pays. Le parrain de cette 5e édition procédant au lancement de la dite semaine n'a pas manqué de situer l'importance du thème choisi. Ce thème est du reste aussi un sujet d'intérêt pour toute la communauté internationale. Que ce thème soit choisi par les scolaires qui représentent l'avenir de notre pays est pour moi un signe que l'espoir d'un succès est permis dans la lutte que nous menons contre les formes illégales de la migration dans notre pays. De par sa position charnière en Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord, entre l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord, le Niger est non seulement un pays d'accueil et de départ des migrants, mais il est également et surtout un pays de transit. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires internationaux, lutte contre ces fléaux. La remise d'un témoignage de satisfaction au ministre d'État Bazoum Mohamed pour service rendu aux scolaires à travers la construction d'un amphithéâtre de 500 places à l'université de Zender a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie. Un nouveau cadre politique a été créé hier, composé de plusieurs partis politiques. FRDDR, c'est son nom et c'est le Front pour la Restauration, la défense de la démocratie et de la République. Une alliance politique contractée, occasion pour les citoyens à s'être prononcés sur ces alliances qui se font et se défont. Ils se sont prononcés au micro de Ramatou Barté. Nous avons vu plusieurs cadres, je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir de défendre la démocratie ou de restaurer la démocratie, parce qu'à chaque fois ça revient restauration ou la défense de la démocratie. Mais ce qui nous gêne aujourd'hui dans la formation de ces cadres-là et autres, c'est que c'est seulement au Niger que les partis n'ont pas d'idéologie. Vous allez trouver un parti de gauche qui est socialiste avec un parti libéral et autres, ils se retrouvent. Et demain, hier, nous avons les cas de Copa qui est un cas récent avec nous les avons vus à l'œuvre, ils créent la défense de la démocratie et autres. Mais en réalité, nous avons compris que la démocratie pour eux limite à la défense de leurs intérêts et non la défense des intérêts du peuple. L'opposition politique, moi maintenant, je ne crois plus, parce que nous avions compris qu'au Niger, comme on a l'habitude de le dire, l'impossible n'est pas nigérien. Donc nous, même demain, si on déclare aujourd'hui à la télé pour dire que encore l'opposition a regagné la majorité, nous ça ne se prend pas. Maintenant on a compris que tous, comme certains l'ont déjà dit, chacun se cherche pour pouvoir mettre sa main dans la soupe. On a compris pratiquement qu'il n'y a rien qui les intéresse par rapport à l'intérêt du pays. Nous sommes dans un pays démocratique où le multipartisme est véritablement intégral. Et dans une démocratie, il faut toujours une majorité qui gouverne, qui gère la chose publique, et une opposition qui fait le contrepoids. Le nouveau cadre de l'opposition politique, créé avant-hier, je pense, et nous ne pouvons que l'apprécier, souvent aller dans le sens, souvent jouer véritablement le rôle de l'opposition. Puisque nous ne pouvons pas comprendre un pays démocratique où il y a un président démocratiquement élu et qu'il n'y a pas une opposition. Donc c'est vraiment une chose d'avoir une opposition qui s'est réorganisée et qui va jouer le rôle véritable, digne de l'opposition et dans un pays démocratique. Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey des travaux d'une rencontre d'échange sur la séance de déclenchement institutionnel dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Conjointement, la rencontre a été organisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. C'était en présence de nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zakou, dont voici leur compte rendu.
Véritable cadre d'échange, l'initiative est celle du ministère de l'Hydraulique, appuyée dans ce sens par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il s'agit bien entendu de cette séance de déclenchement institutionnel dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement, d'où l'importance accordée à un tel partenariat fructueux. Grâce à ces partenariats, au total, 1252 villages abritant 620 402 habitants ont été certifiés comme fin de défécation à l'air libre, avec un effort remarquable au cours des 3 dernières années qui ont vu la certification de 932 villages abritant 449 524 habitants. À ce jour, 73% de la population nigérienne pratique encore la défécation à l'air libre, avec d'importantes conséquences au plan de la santé, de l'éducation, de la nutrition, du développement économique. L'engagement ferme du gouvernement du Niger et de ses partenaires techniques et financiers, des parlementaires et des élus locaux, des autorités traditionnelles, des organisations de la société civile en faveur de la TPC constituera une étape importante pour consolider les acquis actuels et rendre durables et les amener à l'échelle. Certes, beaucoup de progrès ont été enregistrés, mais en même temps, beaucoup reste encore à faire. Pour imprimer une dynamique au sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement, le gouvernement a adopté le 31 juillet 2014 le document de stratégie opérationnelle de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base sous FAB. L'un des 3 axes d'intervention de cette stratégie consiste à la promotion du changement positif de comportement des populations en matière d'hygiène et d'assainissement, en faisant de l'approche ATPC la démarche principale des interventions liées à cet axe. L'adoption de cette stratégie a en outre permis de créer une visibilité dans le sous-secteur de l'hygiène et de l'assainissement. Ceci a d'ailleurs permis au Niger d'être classé parmi les pays subsahariens ayant créé un environnement favorable à la promotion de ce secteur, ce qui constitue un réel motif de satisfaction pour notre pays. Pour consolider ces acquis, notre gouvernement a créé sur le budget national une ligne budgétaire spécifique à l'assainissement et appuyée par plusieurs partenaires techniques et financiers. Durant une journée, les participants à cette séance seront édifiés sur divers sujets en rapport avec la question d'eau, hygiène et assainissement au Niger. La note est d'actualité car publiée aujourd'hui, jeudi 1er septembre 2016 par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Une note à travers laquelle il ressort que dans les 10 pays affichant les taux de scolarisation les plus faibles, 40% des enfants n'ont pas accès à l'éducation de base. Le commentaire de la rédaction. Dans les 10 pays affichant les pourcentages d'enfants n'ayant pas accès à l'éducation primaire les plus élevés, près de 2 enfants sur 5, soit 18 millions, ne sont pas scolarisés, a déclaré aujourd'hui l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et c'est le Libéria qui enregistre le plus fort taux d'enfants non scolarisés, avec près des 2 tiers des enfants en âge de suivre une éducation primaire qui n'ont pas accès à l'école. Le Soudan du Sud occupe le 2e rang, avec 59% des enfants qui ne peuvent pas bénéficier d'une éducation primaire et une école sur 3 est fermée en raison du conflit. L'Afghanistan 46%, le Soudan 45%, le Niger et le Nigeria avec respectivement 38 et 34% figurent également parmi les 10 premiers pays affichant les taux de scolarisation les plus faibles. Tous ces pays illustrent clairement comment les urgences humanitaires et les crises prolongées empêchent les enfants d'aller à l'école. L'analyse de données de l'UNICEF publiée alors que ce mois marque la rentrée des classes pour des millions d'enfants souligne l'ampleur d'une crise de l'éducation qui touche des pays déjà décimés par des conflits, des périodes de sécheresse prolongées, des inondations, des tremblements de terre et des taux de pauvreté extrêmes. L'UNICEF craint que faute d'éducation, une génération entière d'enfants vivant dans les pays affectés par des conflits, des catastrophes naturelles et l'extrême pauvreté
grandiront sans pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour contribuer au développement de leur pays et de leurs économies, ce qui du coup aggravera la situation déjà désespérée de millions d'enfants et de leurs familles. L'éducation reste l'un des secteurs les moins financés lors des appels humanitaires. En 2015, les organisations humanitaires n'ont reçu que 31% des financements à l'éducation dont elles avaient besoin, loin derrière les 66% obtenus 10 ans plus tôt. En dépit d'une augmentation de 126% des besoins éducatifs depuis 2005, les fonds n'ont progressé que de 4%. En outre, les systèmes éducatifs à même de résister à des crises prolongées ne peuvent se construire grâce à des appels à court terme et par nature imprévisibles. Lors du sommet humanitaire mondial tenu en mai 2016, une nouvelle plateforme de financement mondial, l'éducation ne peut attendre, a été lancée pour combler, grâce à des financements prévisibles, l'écart entre les actions humanitaires en période de crise et le développement à long terme qui les suit. Bien que ne figurant pas parmi les 10 premiers pays où le taux de scolarisation est le plus faible, la Syrie dénombre 2,1 millions d'enfants en âge déjà scolarisés, entre 5 et 17 ans, qui ne vont pas à l'école. Par ailleurs, 600 000 enfants syriens réfugiés dans la région sont également privés d'éducation. Des données récentes et fiables, qu'elles proviennent de sondages ou des administrations locales, ne sont pas disponibles pour des pays comme la Somalie ou la Libye, en raison notamment des conflits en cours. Dans les pays où un conflit fait rage, l'école dote les enfants des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour reconstruire leur communauté une fois la crise passée. À court terme, elle leur offre également la stabilité et la structure nécessaires pour faire face à ce traumatisme. Les écoles peuvent également protéger les enfants des traumatismes et des menaces physiques qui pèsent sur eux. Lorsque les enfants ne sont pas scolarisés, les risques d'abus, d'exploitation et de recrutement dans des groupes armés sont plus élevés, explique Joe Bourne, responsable de l'éducation à l'UNICEF. C'était là un communiqué de presse de l'UNICEF assez évocateur et qui vivement doit interpeller les acteurs concernés. Pendant ce temps, le centre de formation de promotion musicale CFM Al-Ajtaya a servi de cadre à un atelier qui rentre dans le cadre de la révalorisation et de la promotion du patrimoine culturel matériel à travers les instruments de musique traditionnels. Plus de précisions avec nos reporters Abdou Nasser Seydou et Asma Seydou. Par les artistes et pour les artistes, la présente activité est celle d'initiation à la pratique de la musique et la fabrication d'instruments de musique traditionnels innovés, d'où toute l'importance revêtue par cet atelier de formation des jeunes. Je vais partager mes modestes connaissances avec les jeunes sur la pratique des musiques, des instruments de musique en particulier. Et l'instrument que je joue, l'un des instruments que je joue, et Gourmi, qui est un instrument de musique traditionnel nigérien et qui, malheureusement, comme beaucoup le savent, sont des instruments aujourd'hui que la plupart des instruments de musique traditionnelle, ou même tous, du Niger ne sont pas joués en ce moment, en tout cas par des jeunes. Et du coup, ces instruments risquent de se perdre. En tout cas, la pratique de ces instruments risque de disparaître. Donc c'était pour cela que je me suis dit que je vais trouver un moyen de pouvoir partager mes connaissances donc de la pratique de cet instrument avec les jeunes, donc monter un projet comme ça. J'ai monté un projet et le projet c'est quoi? C'est de créer puisque c'est des instruments que je fabrique, je joue. Et vous savez, contrairement peut-être à la guitare, les instruments de musique traditionnelle à cordes du Niger, ou en tout cas du Niger en particulier, la plupart des joueurs de ces instruments, ou tous les joueurs de ces instruments, apprennent à fabriquer ces instruments avant déjà de pouvoir commencer à apprendre à les jouer. Et donc, ce qui fait que je suis fabricant, je joue cet instrument, je le fabrique. Et je me suis dit que ce serait intéressant si je peux partager cette connaissance de la fabrication de l'instrument et une certaine base de la musique, particulièrement du son, ce qui va permettre aux jeunes apprenants donc de pouvoir connaître réellement le son. En Gouema,
Certains suscitent chez ces jeunes à travers la musique, chose de nature à réjouir les initiateurs. Les gens pensent que c'est seulement celui qui tient l'instrument qui est musicien. Non, ici il y a plein de musiciens qui utilisent des aspects de la musique sans le savoir même dans leur vie. Et la musique intervient dans toute l'activité de l'homme, dans sa croyance, sa religion, tout ça. Dans tout ce que l'homme fait, la musique est avec l'homme. Mais l'homme ne se rend pas compte que la musique est avec lui. Cette initiative concourt à la promotion de la culture et elle rentre dans le cadre de la revalorisation et la promotion du patrimoine culturel matériel à travers les instruments des musiques traditionnelles. Utilisée en poterie et en briqueterie, l'argile est également consommée par certaines femmes. Malheureusement, cette roche sédimentaire est composée de certaines substances qui pourraient être bien nuisibles à la santé humaine. C'est pourquoi les spécialistes vivement déconseillent sa consommation. Le reportage est signé Halidou Bourema et Asma Oseidou. L'argile. Une roche sédimentaire blanchâtre douce au toucher, composée principalement de silice et d'alumine. La vente de l'argile a envahi des années durant les marchés de la capitale et pas sans conséquence sur la santé de ses consommateurs. Cette forme d'argile qui est appelée kaolin, et évidemment nous remarquons cela et ça devient même une habitude chez certaines femmes. Quand ils ne prennent pas ça, ça devient une accoutumance pour certaines. Alors ce n'est pas sans en tout cas, risque sur la santé, parce que si on prend ça en excès, ça peut effectivement dans un premier temps empêcher l'absorption de nutriments. Et si ça empêche l'absorption de nutriments, surtout le fer, et vous êtes d'accord avec moi qu'une femme enceinte doit avoir effectivement besoin de fer pour pouvoir reconstituer sa masse sanguine. Alors si ce fer n'est pas absorbé par l'organisme, elle sera anémiée. Et les conséquences de l'anémie chez la femme enceinte, tout le monde le connaît. L'anémie, c'est une des causes des avortements, c'est une des causes principales de la mortalité maternelle, mais aussi la vie du fœtus à lui effectivement est mise en danger, comme on dit. Les vendeurs, eux, se frottent les mains dans cette vente. Abidjan, on a gono. Mali, on a gono. Bénin, on a gono. Ghana, on a gono. Si on prend le sac de l'argile, ça peut atteindre jusqu'à 2 mois avant de finir. Ça a plusieurs variétés. Les femmes consomment surtout celle du Nigeria. Elle est bonne puisqu'elle est préparée avant sa consommation. Le kaolin, un aliment que les femmes que nous avons trouvées sur place trouvent très appétissant. Ça me plaît beaucoup. C'est délicieux. Si j'ai pas eu ça, je ne me sens pas bien. Je peux même sortir la nuit à sa recherche. J'aime ça beaucoup. Il faut enfin rappeler qu'une forte consommation de ce produit expose des problèmes sérieux de santé, d'où la nécessité de la consommation avec beaucoup de modération. Eh oui, à consommer avec beaucoup de modération. Pendant ce temps, les acteurs de la société civile d'Arlit, interpellés après la manifestation du dimanche dernier pour protester contre les coupures d'électricité, ont été libérés. Joint au téléphone par Hassan Saleh Mustafa, un des organisateurs, réaffirme la détermination de la société civile d'Arlit pour poursuivre le combat et ce, pour le bien-être des populations d'Arlit. Le but de cette manifestation, c'était quoi? C'était de crier, de décrier des coupures intempestives au niveau de la commune urbaine d'Arlit. Les coupures d'électricité et d'eau. Et notamment, parce qu'au fait, on a compris que nous, Areva qui est une société minière qui est Arlit, Areva a de l'électricité, or la population n'a pas d'électricité. Et que la Nigelec, qui est l'outil de distribution de l'électricité à Arlit, après les coupures intempestives, maintenant la Nigelec a distribué des factures qui sont taillées sur mesure. Est-ce que vous voyez? Donc les gens qui payaient, je te prends un exemple, les gens qui payaient
5 000 francs à temps normal. Maintenant, avec toutes les coupures, les gens se sont retrouvés avec une facture de 15 000 francs. Donc, ce qui est aberrant et anormal. Donc, nous avons décrit cela pour que les autorités puissent prendre des mesures pour que la population d'Alit puisse avoir de l'énergie, de l'électricité, qui est maintenant l'énergie qui est une source de développement. Est-ce que vous voyez? Et encore, nous avons dit que tant qu'il y a ces coupures, l'insécurité ne va pas être réduite. Parce qu'à partir de 19 ans, les gens ont peur, les gens vont fermer leur boutique, les gens ont peur de voler. Tout ça, là, il y a l'insécurité qui peut naître à travers ces coupures électriques. Et vous savez qu'Alit, c'est une ville de sécurité. Donc, c'est tout cela, nous avons rappelé les autorités à travers ces meetings de prendre des dispositions pour que la ville soit électrifiée, pour que l'eau puisse arriver dans les pompes. Nous souffrons, la population souffre. Est-ce que votre cri de cœur a été entendu par les autorités départementales? Donc, nous avons lu la déclaration, nous avons remis aux autorités compétentes notre déclaration, notre cri de cœur. Maintenant, à eux de voir. Parce que la population, jusqu'ici, elle est en train de voir. Mais, parallèlement, encore, nous avons compris le lundi, parce que nous avons fait le meeting le dimanche. À partir du lundi jusqu'à aujourd'hui, l'électricité est permanente. Maintenant, l'électricité est permanente. Donc, on ne sait pas si c'est dû à ça, mais sûrement c'est dû à cette manifestation. Donc, nous espérons que cette énergie puisse continuer et que tout reviendra à l'ordre. Parce que ces coupures électriques ont engendré beaucoup de dégâts matériels. La manifestation et la déclaration que vous avez organisée vous ont fait des interpellations, vous avez séjourné dans les locaux donc, de la police. Est-ce que ces vagues d'interpellations vont vous décourager dans votre élan? Nous sommes volontaires à défendre les droits de la population. Nous n'avons pas arrêté, nous n'allons pas arrêter, parce qu'au fait, nous sommes des partenaires de l'État. Parce que la société civile, nous sommes des partenaires de l'État. Parce qu'il y a des choses qu'on interpelle à l'État pour que l'État puisse corriger une chose. Donc ces interpellations ne nous divertissent pas. Nous allons continuer. Tant que la population sera dans des problèmes, nous avons cette obligation d'interpeller qui le doit. Je profite de cette occasion pour dire que de plus encore, la justice nigérienne est indépendante. Parce que nous avons été entendus par le procureur qui s'est retrouvé qu'il n'y a aucune charge. Puisque nous avons respecté les délais. Est-ce que vous voyez? Page internationale de cette édition avec de nombreuses arrestations ce jeudi au Gabon. Les partisans de Jean-Ping continuent en effet à contester la réélection de Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. L'État a officiellement annoncé la mort de 3 personnes et 1 millier d'arrestations dans tout le pays. Ali Bongo a appelé pendant ce temps au calme cet après-midi même et sollicité au passage l'apport de tous les Gabonais pour une meilleure mise en œuvre de son projet de société. On l'écoute. Est un projet collectif qui est l'affaire de tous et demande la participation de tous. J'ai ce projet au cœur, ce qui m'a amené à scrupuleusement respecter le code électoral jusqu'au bout et à n'intervenir à aucun moment sur son cours ni à chercher à influencer ceux qui étaient en charge de mener à bien ce processus électoral que j'ai voulu ouvert et transparent. Pendant ce temps, voyons à présent l'ambiance qui prévaut ce soir à Libreville après une journée de meute avec Marcel Amoko. Il est le correspondant de France 24 sur place à Libreville. La nuit est maintenant tombée sur une ville de Libreville qui a tourné au ralenti toute la journée. Les bureaux étaient fermés, les magasins également. Au lendemain de ces violences qui ont suivi l'annonce par le ministre de l'Intérieur, Pacom Moubia, de la réélection d'Ali Bongo pour un nouveau mandat de 7 ans à l'issue de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Nous avons assisté ce matin à quelques scènes de pillage dans certains
certains quartiers de la périphérie de Libreville, mais rien de bien grave. Libreville, une ville quadrillée par un impressionnant dispositif de sécurité. Après la folle journée d'hier, surtout la nuit d'hier, le ministre de l'Intérieur, Pakam Moubia, a indiqué cet après-midi que plus d'1 millier de personnes avaient été arrêtées, des casseurs et des pilleurs pour la plupart, selon lui, dont 600 à 700 de ces personnes dans cette ville de Libreville. L'opposition, quant à elle, dénonce une véritable chasse à l'homme et indique que certains de ces dirigeants ont été interpellés. Des membres de la société civile auraient également été arrêtés. Ali Bongo, on l'a entendu tout à l'heure, a également fait une déclaration cet après-midi, déclaration dans laquelle il a réaffirmé qu'il était le président élu du Gabon et qu'il allait restaurer l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce qu'on sait, Marcel, où se trouve ce soir Jean Ping ? Officiellement, on ne sait pas où se trouve Jean Ping, mais il serait en sécurité toujours ici à Libreville. Des informations fiables recueillies tout à l'heure nous indiquent qu'il est donc en lieu sûr, je le disais, qu'il est bien toujours dans la capitale gabonaise. Il a d'ailleurs accordé une interview à des journalistes cet après-midi, un entretien dans lequel lui aussi affirme être le seul président légitime du Gabon. Il s'appuie, selon lui, sur la vérité des urnes et il déclare qu'il n'en saurait être autrement. Et voilà, ce sont sur ces émeutes nées de la présidentielle au Gabon que se referme cette édition. D'avoir su bien nous accompagner, merci. Également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles avec cette même passion de vous servir. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée. Au revoir.